Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai posté la dernière vidéo hier en fin de journée et me revoici pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine qui commence avec deux choses. La première, c'est une réception, une nouvelle commande Momox que j'ai fait la semaine dernière et un semi-update lecture puisque je suis à fond dans le dernier Franck Tillier qui s'appelle Northerville. Et j'adore, je suis complètement dedans, c'est un page turner de dingue pour moi et je voulais absolument vous en parler avant de le terminer, vous faire une espèce de lecture en cours. Mais tout d'abord, petite réception. Du coup, ici, petit paquet de la part des éditions Momox, pas du tout de la part de Momox. Comme la dernière fois, j'ouvre pour pas vous pourrir les oreilles avec le bruit et je reviens tout de suite avec la réception. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisque j'en parlais dans une vidéo précédente, que je participe à un autre challenge que le challenge écossais qui s'appelle Reading Christie, qui est organisé par la société officielle qui détient les droits littéraires et cinématographiques, je crois, des œuvres d'Agatha Christie. Et je voulais absolument y participer. C'est un challenge qui engage à lire un Agatha Christie par mois, avec une liste préétablie, mais ce qui n'empêche absolument pas de créer sa propre liste. Et j'ai commandé du coup les Agatha Christie qui me manquaient pour du coup ces 12 mois, sachant que je n'en ai qu'un seul qui est celui de janvier. C'est 5 petits cochons et donc il me manquait 11 Agatha Christie pour pouvoir faire ce challenge. Pardon. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que je suis même carrément dégoûtée. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'adore ces éditions d'Agatha Christie. Ces éditions-ci avec ces couvertures comme ça. J'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns, voilà, donc ça c'est ceux que j'ai reçus de chez Momox. Mais c'est surtout que j'avais vraiment fait attention à commander cette édition-là sur Momox. Donc quand je suis vraiment allée sur l'article, c'était bien l'image de cette couverture qui apparaissait sur l'article. Et en fait, je me retrouve avec cela. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est pas du tout cette édition que je voulais pour Agatha Christie. Me demandez pas pourquoi, c'est juste que j'ai envie en fait d'avoir cette collection que j'adore avec le dos coloré. En fait, quand vous avez toute la collection, ça vous fait un super beau dégradé dans la bibliothèque. Donc je suis un peu verte, je vous avoue. Du coup, sur les 8 que j'ai commandés, j'en ai 8 qui sont donc avec les bonnes couvertures. Enfin, j'en ai 4 qui sont avec les bonnes couvertures et j'en ai 4 autres qui sont comme ça. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, tant pis. Je me dis que, je sais pas, j'irai faire un tour chez Emmaüs pour les trouver dans l'édition qui me convient le mieux. Enfin bref, voilà, donc j'ai reçu carte sur table, j'enlèverai les étiquettes Momox après, j'ai reçu carte sur table, j'ai reçu rendez-vous à Bagdad, j'ai reçu drame en 3 actes, j'ai reçu l'affaire Protero, et du coup dans l'autre édition que j'aime pas, en fait c'est les vieilles éditions livres de poche, bref, témoin à charge, Miss Marple au club du mardi, la mort dans les nuages, et Mort sur le Nil. Voilà donc pour ça. Et j'ai enfin reçu mon avant-dernier livre qui me manquait pour ma palle du challenge écossais, plumes écossaises. Il s'agit bien entendu d'Outlander, le tome 1. Comme je vous le disais précédemment, bêtement, j'ai revendu les tomes que j'avais, me disant que, enfin vous voyez un peu le pavé, il fait 850 pages, me disant mais en fait Laura tu les as parce que tu es fan de la série, mais jamais tu vas les lire. Donc je me suis dit vas-y vends-les. Je les ai vendus. Et bien entendu, quelques mois plus tard, me voilà à organiser un challenge écossais et à me dire oh mais j'aimerais bien lire le tome 1 d'Outlander. Ah bah oui, mais je ne l'ai plus puisque je l'ai vendu. Voilà, mais bon bref, c'est pas grave. Il est plutôt en bon état d'ailleurs. Je suis contente. Donc voilà, le tome 1 d'Outlander édité chez J'ai lu, qu'on a d'ailleurs prévu de lire en lecture commune avec plusieurs personnes participant au challenge. Donc voilà pour ma petite réception du jour. Je voulais également vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit de Northerville de Franck Tillier, qui est son dernier, que j'ai pris à la bibliothèque
Alors je n'ai plus le nom en tête, mais j'avais reçu de la part de Fleuve Édition son avant-dernier, dont j'ai plus le titre en tête, qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais m'était littéralement tombé des mains. La Faille, voilà, alors que pourtant Franck Tillier c'est l'un de mes auteurs chouchous, je pense avoir lu tous ses romans, c'est toujours un top médicament contre une panne de lecture, quand je ne sais pas quoi lire, quand j'ai envie d'être transportée dans un monde pendant 24 heures, 48 heures et ne pas m'en détacher. Franck Tillier pour moi c'est parfait, j'adore cet auteur, il est tellement fort. C'est, vous savez, ce genre d'auteur qui arrive à vous mettre plein de pièces de puzzle comme ça, voilà, et on se dit mais attends, je comprends pas, les pièces n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, et d'un coup il va y avoir un élément et sur les 50 dernières pages, le puzzle se noue, se lie, et alors ça vous fait une révélation et une fin absolument incroyable. Donc Franck Tillier il est vraiment très fort, et il arrive toujours à vous faire des thrillers un peu documentaires et documentés, avec des informations qui sont vérifiées, qui sont survérifiées. Enfin, il invente pas grand chose, en tout cas sur le contexte, sur l'histoire, sur les propos peut-être un peu scientifiques qu'il va apporter. Tout est vraiment vérifié, étudié, approfondi, et ça j'aime vraiment beaucoup, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop informatif non plus. Il distille vraiment de façon hyper subtile toutes ces informations pour nourrir l'enquête, pour nourrir le contexte, etc. Donc là, alors l'arrière, j'adore, c'est dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Alors déjà, voilà, ça vous plante le décor, et en fait, on est dans le nord du Canada, à Northferville, dans une ville où si vous n'avez pas triple chaussette, triple couche, manteau technique, bonnet, gants, sous-gants, etc., vous mourrez de froid littéralement sur place. C'est le genre d'endroit où il y a peu de soleil, où il neige beaucoup, où il fait tout le temps froid, où c'est l'hiver 9 mois sur 12, et où vivent en fait les blancs et les autochtones, les Premières Nations du nord du Canada. Et tout ce petit monde essaye de cohabiter autour d'extraction de mines. Voilà, donc le contexte déjà est hyper glaçant et comment dire, isolé, et vraiment on n'a pas envie d'y passer ses vacances, clairement. Et en fait au début on retrouve Léonie et Maya qui sont deux jeunes. Alors Maya est autochtone, Léonie elle est, alors je sais pas comment on peut dire, mais son papa était blanc et sa maman était autochtone, donc elle a les deux nations on va dire qui coulent dans son sang. Et la première scène qui se déroule avec Maya et Léonie quand elles sont adolescentes à Northferville est clairement un peu torboyau, hein, vraiment. Ouah, c'est un peu trash, vraiment, c'est hyper trash sur la thématique des agressions sexuelles. Voilà, et on va retrouver, ça c'est en 1996 je crois, et on retrouve Léonie 10 ans plus tard, en 2016, donc non c'est pas 10 ans, alors 96, 2016, 20 ans si je ne m'abuse. 20 ans plus tard on retrouve Léonie qui fait partie de, comment ils appellent ça, la Sûreté du Québec, donc c'est une espèce de police locale. Et elle va être, malheureusement, elle va devoir repartir sur Northferville. Donc elle a quitté Northferville et elle est descendue vraiment plus au sud du Canada. Et elle va devoir remonter à Northferville puisqu'on l'envoie là-bas pour résoudre, c'est sur son territoire, pour résoudre voilà, une enquête autour d'un meurtre d'une jeune femme qui a débarqué là-bas et qui est morte dans d'étranges circonstances. Donc Léonie est envoyée là-bas puisque son chef sait qu'elle a vécu là-bas et qu'elle est de là-bas, et que forcément pour parler et à la fois au peuple autochtone et à la fois aux blancs, bah, ça allait être beaucoup plus simple pour elle. Sauf que bien entendu quand elle va retourner là-bas, ça va raviver des souvenirs vraiment très noirs, très enfouis. Et il va y avoir, j'imagine, un peu de vengeance dans l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, donc je disais, c'est que cette jeune femme qui est décédée dans d'atroces souffrances et de façon vraiment très étrange, est de base française, puisque son père, Teddy, qui est détective privé, travaille en France et est un espèce de profiler et résout des enquêtes pour le compte de la police, ou en tout cas leur apporte son aide
pour résoudre des enquêtes et des meurtres qui sont relativement hors sentier battu, on va dire. Et du coup, donc, il apprend que sa fille est décédée là-bas, dans le nord du Québec, à Norferville. Il avait peu de contact avec sa fille, il ne savait absolument pas qu'elle était là-bas. Et donc il se rend assez rapidement là-haut et bien entendu, il ne va pas pouvoir rester à l'écart de cette enquête et il va comment dire, mettre à profit ses talents de profiler et d'enquêteur pour résoudre cette affaire. Donc en gros, vous avez Léonie qui a vécu là-bas toute son adolescence et qui revient 20 ans plus tard avec des souvenirs assez glaçants et durs à digérer. Vous avez Teddy, ce Français dont la fille est décédée à Norferville dans un coin complètement paumé, isolé, au milieu de la neige et du blizzard, et qui va du coup aider Léonie pour résoudre cette enquête. Et vous avez à côté de ça Lyota, qui est espèce de sergent commandant en chef, blanc de chez blanc, la caricature du flic qui déteste les autochtones et qui fait un petit peu... comment dire, qui montre un petit peu les crocs et qui fait un petit peu régner la terreur. Donc voilà un petit peu le contexte de cette enquête. Mais là écoutez, hier j'ai lu 200 pages, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit ce soir, que mes enfants soient couchés pour repartir dans cette lecture parce que vraiment... Franck Tillier, ça y est, je me réconcilie avec Franck Tillier, enfin même si j'étais pas fâchée, hein, on a été fâchés que sur un livre. Et même je me dis que peut-être c'était pas le bon moment et qu'il faudrait que je le relise et que peut-être je le trouverai absolument génial. Mais dans tous les cas, je suis très heureuse de retrouver Franck Tillier. Donc vraiment, si vous tombez sur ce livre que vous ne savez pas quoi lire, que bien entendu, vous avez un peu de sensibilité pour les thrillers parce qu'il faut vraiment s'accrocher avec Franck Tillier. Norferville, Franck Tillier, franchement, retenez-le. C'est du pain béni comme on dit. Et coucou tout le monde. Bon, je pense que définitivement, l'univers ce matin ne veut absolument pas que je tourne de vidéo. Puisque j'étais en bas dans ma chambre, je me suis dit vas-y, je change d'endroit, je tourne la vidéo en bas. J'ai tourné 15 minutes, j'ai voulu directement enchaîner sur le montage de cette partie, sauf que je me suis rendu compte que clairement on entendait vraiment beaucoup trop la machine à laver, donc je me suis dit que ça n'allait pas être agréable pour vous, donc je me suis dit allez, je recommence la vidéo. Entre temps, ma lumière qui n'arrêtait pas de sauter, je monte, je m'installe, mon ordi sur lequel je branche la lumière pour qu'elle s'allume n'a plus de batterie, du coup je change d'ordi. Puis en fait je me rends compte que le téléphone avec lequel je suis en train de tourner n'a presque plus de batterie. Donc vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais je résiste et je persiste. Donc je filme avec ce téléphone qui n'a presque plus de batterie. J'espère que ça va tenir. Toujours est-il que on recommence la vidéo. En plus, je suis dégoûtée parce que les 2 updates que j'ai fait vraiment dans la vidéo, que du coup je ne retiendrai pas, étaient vraiment cool. Donc j'espère que je vais vous parler aussi bien des 2 livres en question dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis Vinted de plein d'Agatha Christie et je suis de nouveau un petit peu dégoûtée. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de problème avec l'édition puisqu'il s'agit bien des livres de poche avec la couverture que je voulais. Sauf que je me suis rendu compte que les dos étaient passés au soleil et que donc du coup, je n'ai pas ces jolies couleurs de dégradé des fameux Agatha Christie que je souhaite avoir. Donc je suis vraiment, mais encore une fois dégoûtée, vraiment Agatha Christie ne veut pas de moi je pense. Bon, toujours est-il que c'est le contenu qui importe, mais il n'empêche que quand même, si vous aussi vous avez un peu ces petites lubies de collection de livres et que ce soit vraiment joli dans votre bibliothèque, dites-le parce que vraiment présentement je me sens un peu ridicule et à la fois je me dis bah mince quoi, j'ai envie d'avoir des jolis livres dans ma bibliothèque. Du coup, pour rappel, je commande tous ces Agatha Christie pour participer au challenge de cette année qui dure donc de janvier à décembre 2025 qui s'appelle Reading Christie, dont le but est de découvrir des Agatha Christie de l'œuvre littéraire avec une thématique particulière, là c'est personnages et caractères. Donc j'ai reçu Le Secret de Shinlez. Alors tous ceux que j'ai reçus ne font pas partie du challenge, c'est juste qu'il y avait un lot et du coup bah, j'ai pris le lot en entier avec ceux qui m'intéressaient. Donc Le Secret de Shinlez, il y a Le Crime du Golfe, il y a L'Homme au complet marron, il y a La mystérieuse affaire de style, il y a Le Vallon et il y a Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc il faut vraiment que je fasse un point sur toutes mes réceptions Agatha Christie, puisque je sais qu'il me reste un colis Vinted à recevoir normalement.
Donc voilà, je vais faire un petit peu un point sur tout ça et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai tout. Et c'est surtout qu'il faut que je commence d'ici la fin janvier 5 petits cochons, la première lecture du challenge. Les updates lecture maintenant. Je me suis rendu compte que dans la précédente vidéo, je n'étais pas revenue sur un point complet du livre Au-delà des nuages de Jenny Colgan, édité chez Charleston, que j'ai terminé et que j'ai vraiment adoré. Alors c'est sûr que si, j'allais dire, si vous n'êtes pas un adepte du genre, vous pouvez être complètement tombé à côté de la plaque et vraiment, enfin tomber à côté de la plaque, pas du tout être à côté de la plaque ou tomber, je ne sais pas, bref, vous pouvez vraiment passer à côté de Jenny Colgan. Toujours est-il que si vous aimez ce genre et si vous aimez Jenny Colgan, vous allez l'adorer celui-ci. Pour rappel, il s'agit de Morag McIntyre, qui est une jeune femme qui est pilote d'avion de ligne. Et au début du roman, on la retrouve lors d'une enquête interne puisque il s'est produit un accident lors d'un vol. Et l'enquête interne va permettre de définir, de déterminer en tout cas si elle est capable ou pas de remonter dans un avion et d'être copilote de nouveau. Elle va tout faire bien entendu pour faire croire qu'elle en est capable, sauf qu'en réalité profondément, elle sent du coup que ça l'angoisse beaucoup et que ça la stresse énormément. Et on apprend rapidement que Morag McIntyre appartient à une famille de pilotes qui possède une ligne dans les îles Hébrides d'Écosse, une petite ligne puisqu'il il pilote un tout petit avion. Mais un petit avion qui est quasi de l'ordre du service public puisque c'est un avion qui permet depuis des générations à la fois de transporter du courrier, à la fois de faire des liens entre les îles et les îles Hébrides et l'Écosse, de transporter du tourisme, de transporter des professionnels, etc. Et donc du coup des habitants, enfin bref vraiment un service qui est très utile à la communauté. Morag a fait le choix de partir de l'Écosse et d'aller faire sa vie en tant que copilote sur des avions de ligne, mais il n'empêche qu'un jour, son grand-père, au moment de cette enquête interne, son grand-père l'appelle pour dire qu'il est malade et qu'il a besoin d'aide pour l'aider à poursuivre les vols sur cette petite ligne. Comme elle est en attente du résultat de cette enquête interne, elle décide d'y aller. Et là, du coup, elle va un petit peu renouer avec sa patrie, avec les îles de son enfance, avec Dolly, ce petit avion qu'elle connaît par cœur, puisque, bien entendu, son grand-père lui a appris à le piloter. Et donc, les vols vont plutôt bien se passer jusqu'à un vol qui va être très très compliqué en plein cœur d'une tempête. Et elle va se retrouver sur une toute petite île où ne vit qu'un seul être qui s'appelle Grégor, qui est un ornithologue de pointe et qui passe quelques mois sur cette île pour observer les oiseaux. Et donc ils vont devoir passer voilà, un certain temps sur cette île et voilà. Et en fait ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, donc bien entendu je vous raconte là 2% de ce qui se passe, hein, bien entendu, parce qu'il y a plein d'autres personnages, il y a plein d'autres éléments qui viennent s'imbriquer dans l'histoire. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que juste elle galère, enquête interne, vol, ça se passe mal, elle finit sur une île. Hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Là, c'est vraiment un résumé très court. Toujours est-il que ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce côté transmission familiale, puisque dans la famille de Morag McIntyre, on est pilote sur cette ligne avec Dolly de génération en génération. Et qu'est-ce qui se passe quand une jeune génération n'a pas envie forcément de perpétuer le patrimoine familial? Il y a ce côté aussi que j'ai beaucoup aimé, où on redécouvre, enfin moi j'ai redécouvert les îles Hébrides, le nord de l'Écosse, qui est soumis au froid, qui est soumis au vent, qui est très sauvage. Donc vraiment, si vous voulez un roman qui se déroule en Écosse, dans les îles Hébrides, dans le nord de l'Écosse, là vous l'avez, vous avez votre paysage, vous avez le souffle, vous avez l'humidité, vous avez le froid, vous avez le côté plutôt austère et isolé d'une île complètement perdue. Alors quand je vous décris tout ça, pour vous ça va peut-être être péjoratif, mais pour moi c'est juste génial en fait. Puisque vraiment, mon souhait serait d'être perdue au milieu d'une île des Hébrides, sur les côtes écossaises, et d'être dans une petite maison au milieu de cette île avec une cheminée, des bouquins, le vent qui souffle dehors. Donc en fait, ce que je vous décris, ça va peut-être pas vous parler et vous allez vous dire « Ah, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas ».
Mais pour moi, c'est la description d'un paysage parfait, le paysage soumis aux éléments. Donc il y a ce côté-là, et puis ce que j'ai adoré, c'est découvrir qu'elle s'était inspirée d'une île réelle, qui s'appelle l'île de Barra, qui est une île au large du nord de l'Écosse, et qui possède l'aérodrome le plus insolite a priori au monde, puisqu'il s'agit tout simplement d'une petite plage qui est soumise aux marées et aux éléments, comme je le disais. Et il y a une lectrice qui participe au challenge écossais qui a survolé cette île de Barra avec un petit avion. Donc vraiment, elle était au cœur de l'histoire de Morag. Je vous mettrai des photos juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'inspiration de l'autrice. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié, et puis surtout cet univers en fait de l'aviation qui est vraiment beaucoup abordé, que je ne connais pas du tout en dehors des quelques voyages que j'ai pu faire moi-même, mais vraiment, enfin je l'ai trouvé passionnant ce roman, donc vraiment je vous le conseille à 2000%. Et j'ai terminé hier soir le dernier Franck Thillier, Norferville, que pareil, je ne peux que vous conseiller, c'est chouette parce que en ce début d'année, je ne fais que de super lectures. Norferville, donc pour précision, c'est un one-shot, ce n'est pas un charcot, donc vous pouvez le lire indépendamment de toute la série des charcots. C'est un roman qui se passe à des centaines et des centaines de kilomètres au nord du Québec, donc vraiment dans le grand nord canadien. Quand on lit ce roman, on a froid, on est glacé jusqu'aux os. Je l'ai lu avec une bouillotte et c'était vraiment parfait. Donc on se trouve à Norferville. Le roman commence par l'assassinat d'une jeune femme, d'une jeune Française qui s'appelle Morgane, qui était venue du coup vivre à Norferville il y a seulement quelques jours. Et son papa, Teddy, qui est un criminologue et un détective privé à Lyon, apprend ça. Bien entendu, il est dévasté, mais il va surtout direct monter dans un avion pour aller à Norferville. Bien entendu, pour accéder à Norferville, il comprend vite que c'est très compliqué et il va vite capter que c'est un environnement complètement isolé, lui aussi soumis aux éléments. Et il va prêter main forte à Léonie, qui est une enquêtrice chargée de la sûreté au Québec, et qui va du coup mener cette enquête épaulée par Teddy. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léonie, adolescente et enfant, vivait à Norferville. Elle a très vite quitté cette ville pour descendre un petit peu plus bas, plus vers Québec, et elle est dépêchée en fait sur cette enquête, puisque son patron lui dit mais en fait tu as vécu là-bas, tu connais les habitants, tu es la mieux placée pour résoudre cette enquête. Sauf que lorsque Léonie retourne à Norferville, bien entendu ressurgissent des souvenirs absolument traumatisants et atroces, puisqu'il faut savoir que dans le Grand Nord canadien, en tout cas à Norferville, donc c'est une ville fictive, mais en tout cas Franck Thillier s'est inspiré de vraies villes qui existent là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que cohabitent avec beaucoup de tensions les autochtones, les premiers peuples et les blancs, et que tout ce petit monde gravite autour de mines et autour d'une exploitation de territoire qui, bien entendu, rajoute vraiment beaucoup à cette tension. C'est un roman chargé de testostérone, clairement, puisque on sent que ce soit les blancs comme les autochtones, ils cherchent tous à marquer leur territoire, peu importe de la façon dont ils s'y prennent. C'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, c'est le gun à la ceinture, c'est la grosse chapka sur la tête, c'est le grand manteau. Enfin voilà, il y a cette image qui est souvent décrite avec Franck Thillier de, en fait, on leur voyait que le regard qui était glaçant, froid. Et puis voilà, il faut imaginer vraiment un endroit où si on ne sort pas avec des vêtements hyper techniques, si on ne sort pas avec triple chaussettes, si on ne sort pas avec des gants en peau, on gèle vraiment sur place. Donc il y a ce danger, en plus du danger humain, qui rajoute du coup de la tension au roman, parce que bien entendu il y a le meurtre, mais en fait on a la sensation que l'environnement est un meurtrier à lui tout seul. Donc voilà, on gravite dans cet univers vraiment de tension, comme je le disais, des peuples, de cette jeune Française qui meurt, qui n'est ni autochtone, ni une blanche qui est venue vivre à Norferville. Donc pourquoi est-ce qu'elle était là? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Et elle est décédée dans vraiment d'atroces souffrances et dans un contexte vraiment horrible. Il y a aussi un petit peu de légende amérindienne là-dedans. Et ce que j'aime, et ça je vous le disais précédemment, c'est que Franck Thillier, même s'il nous campe un roman et une fiction, il s'inspire de faits réels, puisqu'il indique bien entendu à la fin dans la note au lecteur que Norferville n'existe pas, mais que néanmoins la construction de cette ville, de la réserve et de son environnement repose sur des faits réels,
qu'aujourd'hui encore, des cités minières adossées à des réserves autochtones cernées de grands lacs et de forêts troublent la quiétude du Grand Nord canadien. Et bien entendu, dans ce roman va être abordé également donc la place de l'homme tout en testostérone, mais également la place de la femme et surtout la place de la femme autochtone qui dans ce Grand Nord canadien n'est que de la chair à canon si je puis dire, ou en tout cas n'est qu'un corps dont on dispose puisqu'elles sont soumises à la prostitution, à l'alcool, aux drogues et qu'elles n'ont pas vraiment de vie propre à elles et que le danger rôde vraiment pour elles à chaque coin de rue. Et il s'appuie notamment pour écrire ce roman sur un rapport qui s'appelle l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui est un rapport qui existe réellement. Il met le lien dans la note au lecteur et donc voilà un petit peu le contexte complètement glaçant dans tous les sens du terme de Northferville, mais comme d'habitude Franck Tillier est doué, juste doué, et il arrive à mener un roman de bout en bout en nous tenant en haleine vraiment du premier mot jusqu'au dernier. Donc vraiment encore un roman en ce début d'année que je vous conseille très fortement. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Également que bien entendu il y aura une vidéo qui sortira dimanche, ce dimanche, là on est jeudi aujourd'hui. Mais je ne sais absolument pas si je serai en capacité de sortir une vidéo dimanche de la semaine prochaine, puisqu'à partir de lundi prochain, je suis détachée sur un festival de films qui me prend un temps de dingue. Du coup, je ne sais, absolument pas si j'aurai le temps de lire, et 2, si j'aurai le temps de filmer, si j'aurai bien entendu des choses intéressantes à vous dire. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais dans tous les cas, ça ne sera qu'une petite semaine potentielle de parenthèse pour vous retrouver bien entendu après, sans aucun problème et avec grand plaisir. Et peut-être même, je me dis, c'est l'occasion aussi peut-être de vous faire une vidéo un peu plus peut-être quotidienne, ou peut-être je pourrais vous filmer quelques images du... Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, la vidéo précédente s'est arrêtée de façon très abrupte. Puisque bien entendu parmi toutes mes petites péripéties pour tourner la vidéo précédente, il se trouve que mon téléphone clairement a rendu l'âme, enfin dans le sens où il n'avait juste plus du tout de batterie et je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo que je voulais à temps. Mais du coup je vous disais que voilà, potentiellement je tournerai des petites vidéos, des petits extraits pendant cette semaine de festival du film de comédie. Et à voir voilà si je fais peut-être une mini vidéo de toute cette semaine ou pas. Enfin en tout cas la décision n'est pas encore prise, je verrai en fonction du temps que j'ai et de l'énergie. Je reviens pour vous parler de 2 choses. La première, une réception. J'ai reçu un joli coffret de la part des éditions de La Martinière pour la sortie du roman de Marceau Miller par Marceau Miller. Je vous en ai déjà parlé puisque j'ai eu la chance de recevoir l'ENC du coup de ce roman qui est très attendu, très attendu parce que c'est un super roman. Je vais pas non plus vous en reparler encore, mais c'est un roman très addictif qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai lu en un éclair. Mais c'est surtout qu'il y a un gros mystère qui plane autour de l'auteur qui est donc Marceau Miller, auteur ou autrice d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au final on part du principe que c'est un auteur, mais ça se trouve c'est une autrice. On ne sait pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment un énorme mystère qui plane autour de l'identité de l'auteur, qui du coup forcément entretient aussi, voilà, un petit peu le mystère forcément autour de ce roman, et entretient le fait qu'on a tous hâte, que vous avez tous hâte de le lire, de le voir sorti en librairie pour pouvoir le lire et de savoir surtout qui en est l'auteur. Alors voici, donc déjà le coffret se présente comme ceci, très joli. Je m'appelle Marceau Miller. J'ai bâti ma vie sur un mensonge. Mon dernier roman sera ma confession. Voilà, et voilà le beau bébé avec le nom de l'auteur ici, le roman de Marceau Miller par Marceau Miller. Il est très attendu également puisque il a un très fort engouement au niveau des producteurs et des plateformes télévisuelles. Il va a priori être adapté également et il y a beaucoup de pays qui s'arrachent également la traduction du roman. Donc voilà, autour de ce titre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je ne peux que vous le conseiller, 17 janvier, allez en librairie pour vous procurer ce roman qui est vraiment mon dernier roman lu de l'année 2024 et mon dernier coup de cœur de l'année 2024. Il y avait également dans cette box un très joli carnet rouge avec les 2 M de Marceau Miller.
Et il y avait surtout, dans le fond de la boîte, on retrouvait également une carte avec le lac Léman et différentes villes qui le bordent, puisque bien entendu l'action et le roman se passent aux abords du lac Léman, et un très joli courrier, voilà, avec un cachet de cire qui reprend les 2 M de Marceau Miller, et que pour le coup je n'ai pas ouvert parce que voilà, je voulais l'ouvrir avec vous. Alors je vous lis la lettre qui est écrite et qui de nouveau entretient le mystère. Cher lecteur, qui est Marceau Miller? C'est la question qui ne cesse d'être posée ces jours-ci à mon éditrice et à toute l'équipe de La Martinière. Pourtant, même là, très rares sont ceux qui connaissent ma véritable identité. Marceau Miller, c'est moi, l'écrivain qui vous parle, mais c'est aussi le personnage principal de mon roman. Depuis que je me suis lancée dans cette aventure, réalité et fiction se sont inextricablement mêlées. Moi-même, je finis par avoir du mal à retrouver la piste de la vérité. Cette ambiguïté fait partie de l'histoire que vous vous apprêtez à découvrir, une histoire où chaque vérité en cache une autre plus profonde. Entre les rives du lac Léman et les sommets qui le surplombent, j'ai passé des années à écrire des histoires. Ce lac, ces montagnes, ces forêts ont façonné qui je suis. Ils gardent nos secrets, les miens, ceux de ma sœur disparue et tant d'autres encore. Dans ces lieux que j'ai tant escaladés, survolés, explorés, la frontière entre réel et imaginaire a toujours été aussi floue que les reflets sur l'eau au crépuscule. C'est dans ce décor splendide et mystérieux que je vous propose de vous emmener, signé Marceau Miller. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas quand sera annoncé exactement la vérité sur l'identité de Marceau Miller, mais en attendant, je ne peux vraiment que vous conseiller de vous procurer ce roman qui commencera parfaitement votre année 2025. Voilà, merci encore vraiment à Marceau Miller et aux éditions de La Martinière de m'avoir fait participer à cette découverte et de m'avoir permis de découvrir vraiment un roman que je vais garder dans ma bibliothèque et que je vais prêter moult fois. Et comme je vous le disais précédemment, j'ai terminé le roman de Franck Tillier, Norferville, dont je vous parlais précédemment. Et il m'a bien fallu commencer un nouveau roman, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je ne peux pas rester une journée sans lire. Et j'avais envie d'un petit quelque chose qui passe très rapidement. Et du coup, j'ai sélectionné ma deuxième lecture pour le challenge écossais, Plumes écossaises. J'ai pris du coup Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Voilà, c'est un livre de 407 pages, mais c'est le genre de livre qui, moi, me fait 2 jours à peine, parce que c'est toujours des lectures qui passent très vite, qui passent très bien, qui me font énormément de bien. Là du coup alors j'en suis vraiment au tout début, mais on suit Erin Wallace, qui est une héritière de la digne famille clan des Wallace, du fameux William Wallace. Et il se trouve qu'Erin Wallace est la fille d'un Écossais et d'une jeune femme, de ce que j'ai compris, qui elle n'était pas écossaise. Et il se trouve qu'un jour la maman d'Erin décide de quitter son papa, de quitter l'Écosse et d'aller vivre à Londres. Donc Erin, pour des raisons financières, retourne très peu voir son père en Écosse. Lui par contre vient la voir à Londres. Et un jour elle apprend que son grand-père, qu'elle a très peu connu, décède, donc le père de son père. Et son père est vraiment au plus bas, et du coup Erin décide de mettre ses derniers deniers dans un billet d'avion et d'aller en Écosse pour soutenir son père dans cette épreuve. Et elle va apprendre que son grand-père a laissé de grosses dettes qui, je crois, avoisinent les plus de 450 000, donc pas euros hein, bien entendu, mais les 450 000 livres. Et du coup, il se trouve que il doit, en fait, son père, du coup, à cause de son grand-père, doit au clan Cameron tout cet argent qu'il n'a pas. Et il y a une solution proposée par le chef du clan Cameron, qui est que Erin Wallace épouse son plus jeune fils et que du coup la dette serait complètement effacée. Voilà, j'en suis pour l'instant vraiment au tout début de ce roman. J'ai lu quoi? J'ai lu 80 pages. Je passe pour le moment un très bon moment. Je vais essayer de bien avancer ce soir et peut-être de le finir demain. Et je verrai après ce que je lis, mais voilà, toujours est-il que pour le moment, je suis dans cette lecture que j'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et dans tous les cas, comme d'habitude, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus longue juste après, mais je veux juste m'auto-féliciter dans cette vidéo, puisque j'ai été cet après-midi d'une efficacité mais de folie. Tout en ayant conscience que la semaine prochaine je n'aurai clairement pas le temps de créer du contenu et que j'avais quelques idées photos et des livres à critiquer, à chroniquer, et qu'il fallait absolument que je fasse les photos associées.
J'ai dû faire, je pense, j'ai fait 2 réels. Je pense que j'ai fait au moins 6-7 photos. Là derrière, je vais vous tourner le dernier bout de la vidéo de cette semaine. J'ai pris d'ores et déjà la photo de ma vignette de vidéo. Je vais monter là dans la soirée la vidéo comme ça. Demain soir, vous avez la vidéo comme prévu. Et ce soir, je fais la programmation de tout mon contenu de la semaine prochaine. Ce qui fait que je vais me sentir mais tellement libérée d'avoir fait ça et de savoir que voilà, je vais quand même pouvoir malgré tout pouvoir publier du contenu la semaine prochaine, même si je ne suis pas 100% dispo. Donc, auto-congratulation de 2025 de cette capacité que j'ai eue à être efficace. Voilà, comme quoi c'est possible et ça arrive. 2025, c'est l'année de l'efficacité encore plus qu'avant. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine et je tenais absolument à terminer cette vidéo avant de vous la poster en vous parlant d'un roman que j'ai complètement dégommé. Il s'agit de Scottish Rhapsody de Delinda Dane, édité chez Hugo Roman dans la catégorie New Romance. Je l'ai commencé avant-hier soir, j'avais lu 80 pages et je m'y suis collée hier soir à 20h30 et je l'ai terminé à minuit à peu près. Il m'a vraiment tenu en haleine. Alors quand je dis tenu en haleine, c'est vrai que ça fait toujours penser à un policier ou un thriller, mais là tenu en haleine dans le sens où d'habitude vraiment passé 23 h je suis complètement KO, j'ai les paupières lourdes et vraiment je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et en fait je n'ai clairement pas vu le temps passer et j'ai eu l'impression de me mettre dans ma lecture à 20h, 20h30 et de ne relever les yeux qu'à la fin du roman et constater qu'il était minuit passé. Donc voilà, c'est vous dire à quel point vraiment j'ai été transportée dans cette histoire où il s'agit de Erin Wallace qui vit à Londres depuis très longtemps. C'est la fille d'un Wallace et d'une Anglaise londonienne et à un moment sa maman décide de quitter son papa écossais et de l'embarquer à Londres. Donc Erin n'a jamais vraiment revu sa famille, n'a jamais vraiment revu les terres d'Écosse, puisque faute d'argent, c'est plutôt son père qui venait la voir à Londres. Et là, il se trouve que son grand-père qu'elle a très peu connu, mais ça, je crois que je vous donnais déjà un résumé précédemment, que je vais essayer de faire rapide. Et son grand-père qu'elle a très peu vu décède. Et son père lui fait ressentir qu'il a besoin d'elle à ses côtés. Donc elle décide de prendre un billet d'avion, de claquer toutes ses économies pour aller rejoindre son père et pour le soutenir face au décès du grand-père et elle découvre que la famille Wallace dont elle est issue, donc Wallace du fameux William Wallace, très grande famille écossaise, des clans écossais, elle découvre qu'en fait son grand-père a laissé énormément de dettes et que pour éponger ses dettes, soit il faut sortir de sa poche plus de 400 000, soit il faut épouser Lachlan Cameron, qui est le fils Cameron, le fils héritier du clan Cameron, puisque les 400 000 ont été prêtés par le clan Cameron. Ce qui fait que Erin va décider que oui, elle va épouser Lachlan Cameron, mais il se trouve que ce fameux Lachlan a, comme qui dirait, un faciès peu engageant. Il a des blessures qui sont très visibles et vraiment la première rencontre, elle a la sensation de faire face à un espèce de d'ogre ou à la créature de Frankenstein, ce qui fait que les premiers rapports sont plutôt agressifs, plutôt violents, plutôt froids et elle est très surprise de constater que c'est cette personne, ce Lachlan, qu'elle va devoir épouser et avec qui elle va devoir vivre sans du coup le connaître vraiment. Donc elle va débarquer au château du clan Cameron, un château absolument incroyable où il est fort facile de se perdre et il va falloir qu'elle s'habitue un petit peu à cette nouvelle vie écossaise, et donc lâcher son appart londonien, lâcher ses amis, lâcher son boulot, tout ça pour voilà, mettre sa personne au profit du clan Cameron. Je ne vous en dis pas plus, bien entendu c'est de la new romance, donc vous vous en doutez qu'il y a une romance qui se cache derrière, mais je ne l'ai pas du tout trouvé lourdingue, je ne l'ai pas du tout trouvé comment dire, édulcoré, un peu cuicui les petits ados, pas du tout. J'ai un petit peu retrouvé la romance que j'ai pu apprécier du côté de la saga des McCoy, donc vraiment ce roman écossais
deuxième du challenge écossais. Ce fut un très très grand plaisir de le lire, donc je ne peux que vous le conseiller. Et l'une de mes prochaines lectures sera le gros bébé de Diana Gabaldon qui fait à peu près 900 pages, 840 et quelques. Et il s'agit bien entendu du tome 1, Le Chardon et le Tartan, la série aux 20 millions de lecteurs que je n'ai jamais lu. Peut-être que vous le savez, mais je suis une grande fan de la série télévisée Outlander. J'ai bien entendu tout vu et il m'arrive de revoir les saisons depuis le début, tellement j'aime l'univers, les personnages, l'histoire, les références historiques, la musique, enfin tout en fait, je ne trouve absolument aucun défaut à cette série. Tant et si bien que j'attends beaucoup de l'œuvre originale, donc en roman. Comme d'habitude sur des adaptations, sur des livres qui sont adaptés à la télé ou au cinéma, j'ai toujours peur d'être déçue. À la fois j'ai peur de calquer mon imaginaire, enfin l'imaginaire de la série sur le livre, de ne pas retrouver certaines scènes ou au contraire d'y voir certaines scènes qui ne sont pas dans la série. Donc écoutez, à voir, j'ai fait le chapitrage ce matin puisqu'on le lit en lecture commune à partir du 15 janvier. On est parti sur 3 chapitres par jour, ce qui fait que 3, 6, 9, 10, 11, en 11 jours. Normalement, j'aurai terminé ce roman. Donc je vais voir le rythme, si j'arrive à suivre ce rythme. Ou au contraire, si potentiellement je sens que je peux aller au-delà de 3 chapitres par jour, auquel cas peut-être que je continuerai une lecture parallèle, peut-être King of Scott, enfin je sais pas, je verrai. Mais voici pour ça. Et en attendant le 15, puisque nous ne sommes pas toujours le 15 et que je n'ai plus rien à lire, j'ai commencé, mais alors j'ai lu 10 pages, le Ruth Ware, le chalet des disparus, édité aux éditions Fleuve. Il est sorti, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans celui-ci, il était dans ma palle depuis très longtemps et je ne l'ai jamais sorti. Il est sorti en février 2023. Donc là, il s'agit d'associés d'une célèbre application de musique qui décide d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise. Ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. Un huis clos angoissant dans lequel chacun a quelque chose à perdre, à gagner, à cacher. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, ça va être ma lecture de ces prochains jours jusqu'au 15, donc jusqu'à mercredi, si je ne m'abuse. Voilà, je vais voir, peut-être que j'arriverai à le lire dans le week-end ou en tout cas à le terminer lundi. Mais j'ai récemment lu un roman de cette autrice dont j'ai perdu le nom. Je vous mets ma publication par ici, que j'avais beaucoup apprécié. Il était question d'Oxford, peut-être dans le titre. Bref, j'ai plus le titre en tête. Mais voilà, j'avais bien envie de m'y recoller quand j'ai vu que j'avais ça dans ma palle. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les lectures que vous faites en ce moment. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram, le compte Les Mots des Autres. Et puis dans tous les cas, on se retrouve donc peut-être la semaine prochaine, dans tous les cas dans 15 jours. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.